Morning Edition from NPR News. France Inter, le 18. Notre invité ce soir s'appelle Pavel Filatiev. Il est russe, il a combattu en Ukraine, il a été blessé, il n'est pas revenu. En revanche, il a écrit son expérience, sa vision de l'armée russe, de son action en Ukraine aussi. Il a mis tout ça dans un livre qu'il viendra nous raconter dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Sierra Leone où on met un argent considérable dans l'éducation. 22% du budget, c'est un record. Et pourtant, certains enfants n'accèdent pas à l'éducation, notamment à cause de la corruption. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Ogénie a trouvé la mort d'une des figures de la place de Mai en Argentine. La Nouvelle-Zélande, pressée d'ouvrir le vote dès 16 ans. Et le Japon, qui cherche par tous les moyens à lutter contre le suicide. 18h50, c'est le choc des empires ou comment Chine, États-Unis et Russie cherchent à se partager le monde. À Pékin ce soir, l'équipe de foot chinoise n'est pas au Qatar et c'est un vrai drame. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four ou comment ne pas s'interroger sur Elon Musk, sa gestion de Twitter, à quel point cet homme est-il dangereux, demandera Jean-Marc. Et puis le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Pavel Filatiev. Et merci d'être avec nous. Vous êtes russe, vous étiez soldat dans le 56e régiment d'assaut aéroporté que vous avez quitté par refus de la guerre. Vous l'écrivez dans un livre qui s'appelle Zov, l'homme qui dit non à la guerre. C'est publié chez Albin Michel. Pavel Filatiev, dites-nous d'abord ce que ça veut dire Zov, tout simplement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc le nom du livre, Zov, si on le traduit littéralement, signifie les lettres qui étaient marquées sur les véhicules blindés entrés en Ukraine, qui avaient, certains groupes étaient marqués par un Z, d'autres par un O et d'autres par un V. Pourquoi cette idée de l'utiliser comme symbole est venue? Ce n'est que les gens dans le gouvernement qui le savent, mais ils l'ont utilisé activement dans la propagande. J'ai voulu donc réutiliser ces lettres, cette abréviation. Et la deuxième signification, c'est que le mot Zov signifie un appel à quelque chose en russe. Vous êtes fils de militaire, Pavel Filatiev, et vous avez fait 8 semaines de combat. Vous êtes entré dans la guerre dès le 24 février. Qu'est-ce que vous savez lorsque vous entrez en guerre, quand vous entrez en Ukraine? Qu'est-ce qu'on vous dit réellement? Qu'est-ce que vous savez de ce que vous allez faire? Donc nous, en tant que militaires, de la même manière que le reste du monde, nous observions le fait que les tensions montaient entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis annonçaient que la Russie planifierait une attaque contre l'Ukraine. Nous avons remarqué que beaucoup de troupes sont amassées à côté de la frontière. Nous pensions que nous étions utilisés comme instrument de pression politique. Des rumeurs circulaient, peut-être que nous serions envoyés vers Donetsk ou Luhansk pour assurer la sécurité d'un référendum, comme c'était le cas en Crimée, mais nous étions aussi privés d'Internet. Au début, les premiers jours, je pensais que c'était vraiment une guerre avec l'OTAN à grande échelle qui avait commencé, parce que je n'avais pas d'autres informations. À quel moment, avant que vous partiez à l'hôpital, puisque vous avez été blessé aux yeux, et c'est là que vous avez commencé à comprendre beaucoup de choses, à quel moment, avant cela, comprenez-vous que quelque chose ne va pas dans la propagande russe? Est-ce qu'on s'en rend compte réellement sur le terrain de ça? Au bout d'une semaine de combat environ, en étant sur le front, j'ai compris qu'il ne s'agit que d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine et que la vérité, c'était que la Russie avait agressé l'Ukraine, pas plus que cela. Une fois rentré en Russie, je me suis retrouvé à l'hôpital, je commençais à lire des différents médias sur Internet et on les
lisant ce que je trouvais sur Internet, j'ai compris que les sources officielles ne racontaient pas la vérité sur la soi-disant opération spéciale. C'était difficile de trouver les informations sur ce qui se passe en Ukraine réellement. Ce que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est l'impréparation, c'est la vétusté du matériel, c'est le matériel obsolète, c'est pas d'entraînement, pas d'uniforme même, puisque au fond c'est vous qui vous occupez vous-même et par vos propres moyens au fond pour la faire cette guerre. C'est exactement vrai, c'est peut-être une tradition qui existe dans notre pays et qui continue depuis plusieurs décennies. Et sérieusement, depuis quelques années, beaucoup de domaines régaliens de l'État commencent à se détériorer à cause de la corruption, notamment et du copinage. Nous avons effectivement été obligés d'acheter nous-mêmes de la nourriture et de trouver des solutions de bidouiller pour continuer. Vous parlez également du manque d'effectifs. Vous dites que sur le bataillon qui entre le 24 février, le vôtre, il y a 165 hommes, alors qu'un bataillon, habituellement, c'est 500 hommes. Vous parlez de tactique militaire et vous dites notamment à un moment, il est déjà 16 heures, je ne comprends rien de rien, j'ai l'impression qu'on fait demi-tour sur 50 kilomètres. Est-ce que vous le découvrez, ça, vous qui étiez déjà militaire, cette impréparation et cette incapacité? Vous savez, en principe, tout au long de ma carrière dans l'armée, j'ai vu une sorte d'organisation, mais la guerre avait tout mis à nu. Elle nous a montré les choses non seulement aux personnes qui font partie de l'armée, mais au monde entier. Le point auquel les choses étaient désorganisées dans l'armée. Vous racontez votre entrée dans Kherson, la première route qui est la vôtre, c'est d'entrer dans Kherson. Et là aussi, vous dites à un moment, on essaye de s'expliquer poliment. Les gens ont l'air d'avoir peur, certains se comportent très grossièrement. On est légèrement sur les nerfs, on ne sait pas très bien ce qui va sortir de tout ça. Est-ce que, là aussi, pétri de la propagande russe, vous pensiez, vous aussi, qu'on vous accueillerait comme des libérateurs en Ukraine? Est-ce que vous l'avez cru, ça? Moi, je ne crois pas vraiment à la propagande russe depuis 2012, quand Poutine avait repris le pouvoir alors qu'il n'était pas censé y retourner. Tout le pays sait que les élections de 2012 étaient truquées, puis en 2014, nous avons eu la Crimée, toute cette histoire de guerre civile à Donetsk et Luhansk avait été lancée, et je m'étais rendu compte qu'il ne fallait pas croire à la propagande du Kremlin. Mais en même temps, quand en 2021, je suis retourné à l'armée, même moi, je n'imaginais pas que notre gouvernement allait allait lancer une guerre à grande échelle. Vous l'avez dit, vous rempilez dans l'armée, vous avez été soldat comme votre père, vous avez fait d'ailleurs la deuxième guerre de Tchétchénie, la fin, et puis vous avez eu un métier, vous vous occupiez de chevaux, comme vous n'arriviez pas à vivre décemment, vous avez décidé de retourner ensuite dans l'armée. De votre propre expérience, est-ce que tout ce qu'on sait aujourd'hui et tout ce qu'on a vu à Kherson, à Boutcha et ailleurs, est-ce que vous vous dites, moi je savais que par nature, cette armée russe était capable de ça? Знаете, абсолютный факт в том, что любой военный конфликт, на любом военном конфликте происходили военные преступления. Dans n'importe quel conflit, il y a toujours des crimes, que ce soit en Crimée, en Yougoslavie, en Afghanistan, peu importe. Depuis 2014, avec le temps, le niveau de haine entre les Russes et les Ukrainiens a augmenté, et les gens, souvent, ils croient à la propagande qui leur est diffusée par les médias. Ce qui s'est passé à Boutcha et dans d'autres endroits, moi je n'ai pas été témoin d'exactions de la sorte. Je l'ai tout lu dans les médias. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est exclusif à cette guerre-là. C'est quelque chose qui s'est souvent passé, mais maintenant les gens
Ils ne peuvent plus accepter ce genre de choses, et puis c'est beaucoup plus médiatisé que ce ne l'était avant. Mais est-ce que vous avez entendu parfois de la part de certains gradés que, au fond, on fermait les yeux sur certains comportements? Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues, vous, pendant ces 2 mois de guerre que vous avez fait? За те 2 месяца, которые я Les был 2 там, mois que moi j'ai passé sur le front, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été témoin de situations où il y a eu des exactions contre les civils ou par exemple des prisonniers auraient été tués. Je n'ai jamais été témoin de ça ou je n'ai jamais participé à cela. Mais par exemple, lors de notre entrée à Kherson, des tireurs d'élite étaient positionnés sur les toits des immeubles. Donc ils nous tiraient dessus et nos unités répondaient avec des grands calibres. Et j'ai vu que des balles sont aussi allées vers des appartements sur les étages en dessous. Donc, il est bien sûr possible que des personnes aient été tuées. La vérité, c'est que dès qu'il y a des combats dans une ville, il y aura certainement des pertes parmi les civils. Avec mes propres yeux, je n'ai jamais vu des exactions faites devant mes yeux. Je ne peux pas imaginer une situation où mon supérieur me dise tue ce prisonnier. Moi-même, j'aurais refusé de exécuter un tel ordre. Mais est-ce que ça vous étonne, ce qu'on découvre aujourd'hui, ou au fond de vous, ça ne vous étonne qu'à moitié? Si on essaie d'analyser plus profondément cette situation, comme dans n'importe quelle société, l'armée est une partie de la société. Dans n'importe quelle société, il y a des criminels et un criminel, quand il se retrouve dans une zone de combat, il sent une certaine impunité et il peut donner libre cours à cette colère. Il se rend compte qu'il peut faire des choses qu'il ne pourrait pas se permettre de faire dans la vie civile. Et c'est là que toutes ces choses-là explosent. Pavel Filatiev, vous avez été blessé aux yeux, c'est comme ça que vous avez quitté le front, et c'est au fond au cours de cette convalescence que vous décidez que vous ne voulez pas retourner vous battre en Ukraine. À quel moment vous vous dites je peux pas y retourner, c'est pas moi donc je n'y vais plus? Dans le livre, j'essaie d'expliquer le plus précisément possible pour que les gens dans d'autres pays puissent comprendre la raison pourquoi les militaires russes ne peuvent pas juste quitter et démissionner. Moi, je dis dans le livre que depuis le début, j'étais contre cette guerre, mais mon éducation ne me permettait pas de simplement abandonner les armes et fuir. Je pensais que j'allais quitter cette guerre, soit mort, soit blessé. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai été blessé et très légèrement. Après cela, j'ai décidé que je devrais rendre quelque chose, je devais payer pour cette faute. Après mon séjour à l'hôpital, j'ai décidé de démissionner de l'armée et écrire un livre. C'est la seule chose qui m'était accessible à ce moment-là. Pavel Filatiev, on disait au début que les Russes étaient mangés par la propagande de Poutine, mais désormais, le peuple russe qui a les moyens d'accéder à Internet, c'est bien ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est vrai aussi des soldats? Est-ce qu'aujourd'hui, les soldats russes sont tous informés de la réalité de cette guerre? Знаете, на самом деле, у нас также делятся люди в России, как и во Франции, как и в других странах. Pareil, comme partout, nous avons des catégories de personnes différentes. Certains ont tendance à croire des médias, certains ont tendance à ne pas les croire. Les gens lisent les médias qui correspondent à leurs convictions, libéraux ou pro-gouvernement. Malgré le fait qu'il y a accès à Internet, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment informés pour chercher eux-mêmes l'information dans les médias. D'autres n'ont simplement pas de solution, ils ne savent pas quoi faire d'autre que croire ce qu'on leur dit. Et puis, en plus de ça, l'État russe renforce toujours son appareil répressif. Qu'est-ce que vous voyez maintenant, Pavel Filatiev? Ça fait 9 mois de guerre. Pensez-vous que la Russie et les soldats tels que vous les connaissez peuvent perdre cette guerre? Diriez-vous que la durée et l'usure
fera que la Russie reprendra le dessus. Comment vous le voyez, vous, qui avez vécu de l'intérieur la suite de ce conflit ? Pour essayer d'imaginer la victoire d'un côté ou d'un autre dans cette guerre, il faut comprendre, il faut se fixer sur la définition que nous faisons de la guerre. C'est quoi la victoire ? Prendre la capitale, détruire toute l'armée de l'ennemi. De quoi peut-on dire que c'est une victoire ? Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que l'armée russe peut entrer dans Kiev et détruire entièrement l'armée ukrainienne. Vice-versa, l'armée ukrainienne ne peut pas détruire complètement l'armée russe ni prendre Moscou. Ce qui serait possible avec un certain concours de circonstances, l'armée ukrainienne pourrait reprendre les régions de Luhansk et de Donetsk qui sont sous contrôle russe. Ce qui est aussi possible, très possible, c'est que les gens en Russie perdent leur patience et que cela amène à des transformations politiques. Vous y croyez ça, à une transformation politique en Russie, réellement ? Vous знаете, в некоторых кругах сейчас в России dans certains cercles en Russie, les gens disent que cette guerre, c'est une guerre de vieux. En général, dans les guerres, c'était des jeunes soldats qui étaient envoyés. Maintenant, on voit dans les rangs de l'armée, il y a de plus en plus de personnes qui ont 30, 40, 50 ans et plus. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces tranches d'âge-là qui ont tendance à plus croire et plus soutenir au Kremlin. Les gens qui ont 20 ans, les gens qui ont moins de 30 ans sont beaucoup moins nombreux à soutenir cette politique ou à croire à ce qu'on leur raconte à la télé. Maintenant que vous avez écrit ce livre, si vous rentrez en Russie, qu'est-ce qui vous arrive, Pavel Filatiev ? Это вопрос к юристу. C'est une question à mon avocat. Потому что слишком много статей современного. Il y a trop d'articles du code pénal actuel de la Russie que j'ai violé. Il y a une personne qui a publié un post dans le réseau social Vkontakte en disant le mot guerre, qu'il y a une guerre. Il a eu 7 ans de prison. Moi, en tant qu'ancien militaire, j'ai écrit beaucoup plus de choses, j'ai raconté des vérités. J'aurais certainement une condamnation à perpétuité. Ça s'appelle Zoff, l'homme qui dit non à la guerre, signé Pavel Filatiev, c'est publié chez Albin Michel. On remercie aussi Daniel Jvirblis pour la traduction. Merci beaucoup, merci vraiment. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. Et la suite, ce soir, dans Un jour dans le monde, c'est le bruit du monde en Sierra Leone qui consacre 22% de son budget à l'éducation. C'est un chiffre énorme qui n'empêche pas certains jeunes de passer au travers des programmes d'éducation, notamment à cause de la corruption. Et pour aller jusqu'à 19h, Sébastien Logénie sous les radars. On ira au Japon qui tente de lutter contre le suicide chez les jeunes par tous les moyens, y compris dans des endroits très intimes comme les toilettes des universités. Le choc des empires, c'est en Chine et c'est Sébastien Berriot. La Chine, superpuissance, mais pas dans le football. On verra que le rêve chinois de la Coupe du Monde est aujourd'hui bien loin. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Le nouveau patron de Twitter, le richissime Elon Musk, rétablit le compte de Donald Trump sur le réseau social. On va se demander qui est le plus dangereux, Trump ou Musk ? Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Santa Monica, Californie, avec Way as Blood, Grapevine, c'est sur France Inter. The man can't see his shadow. He can block your sun all day. He can make you small. He has the power to take his love away. 6 hours on the grapevine. I feel kidnapped this time, 'cause my baby thinks he always believes that he's always right, but I still think of him at night.
Le bruit du monde ce soir est en Sierra Leone, petit pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres du monde, qui consacre 1/5 de son budget à l'éducation. 22%, c'est la part la plus élevée de l'histoire. En lançant de nombreuses réformes en 2018, le gouvernement dit avoir fait de l'éducation la priorité absolue. Une augmentation de 30% des inscriptions, ça fait 1 million d'élèves supplémentaires dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Mais professionnels du secteur, comme parents d'élèves, peinent encore à goûter aux fruits de ces réformes, largement promues par des bailleurs de fonds internationaux. Malgré la gratuité de l'école publique instaurée en 2018, la corruption est encore là. Un grand nombre d'enfants échappent toujours au système scolaire et le reste, c'est François Umfer-Katadji qui raconte. C'est un des établissements les plus réputés de la capitale Freetown, le lycée pour filles Saint-Joseph. Depuis l'année dernière, il compte un bâtiment supplémentaire, car les lycéennes, vêtues d'élégants uniformes bleus électriques, sont quasiment 2 fois plus nombreuses qu'il y a 4 ans. Ancienne élève et bénévole pour l'aide aux devoirs, Nalini Kwame ne reconnaît plus l'école de sa jeunesse. L'origine sociale des élèves a beaucoup changé. Quand j'étais à l'école, la plupart des filles venaient de la classe moyenne supérieure et leurs parents gagnaient très bien leur vie. Aujourd'hui, c'est très différent. Après la guerre, cela a changé. Nous avons eu beaucoup de gens qui ont dû s'enfuir, des déplacés venus de l'intérieur du pays, et il a fallu leur trouver de la place. Aujourd'hui, le nombre d'élèves en classe est beaucoup plus important et l'école est désormais plus adaptée aux défis auxquels le pays fait face. Le principal défi, scolariser les enfants dans un pays où la moitié de la population est illettrée. Pour cela, une mesure phare, la gratuité de l'école, instaurée à partir de 2018. La principale du lycée, Albata Denby, se félicite de cette politique. Avec la politique de l'école gratuite de qualité, ils ont commencé à nous fournir un peu plus d'outils pédagogiques. Les enfants ne payent plus de droits d'inscription. Ils nous aident aussi avec les fournitures scolaires pour que le passage de 1 à 2 rotations fonctionne. Grâce à ça, nous pouvons avoir plus d'enfants scolarisés qu'auparavant. En raison du manque de manuels, de professeurs, d'équipements et de fournitures scolaires, les écoles avaient pris pour habitude de diviser la journée en 2. Une partie des élèves venait le matin et l'autre l'après-midi. Un système au rabais dans lequel les enfants avaient peu d'heures de cours. Ce n'est pas le seul changement opéré ces dernières années. Le gouvernement a banni les châtiments corporels. Cette dernière mesure a surpris, voire déçu, la principale Albata Denby. Oui, car nous sommes africains après tout, et c'est le seul langage qu'ils peuvent comprendre, parce qu'ils sont trop butés. Mais si vous êtes trop virulent, vous pouvez faire un mauvais usage du bâton. Donc nous avons une nouvelle punition pour eux. Je peux leur demander d'écrire « Je ne dois pas recommencer à le faire » 100 fois. C'est un personnage atypique pour le monde politique ouest-africain qui mène pour le gouvernement sierra-léonais ce train de réforme. Le ministre de l'Éducation, David Monia Sangue, a 35 ans, diplômé de Harvard, ancien ingénieur chez IBM, spécialiste de la data. Il arbore de longues dreadlocks, une chemise ample et des motifs flamants roses sur ses chaussettes bleu ciel. C'est aussi un rappeur et l'époux d'une chanteuse célèbre. Il se défend contre ceux qui l'accusent de vouloir trop en faire, au risque de faire exploser tout le système éducatif. Avec un taux d'élèves en mesure d'entrer à l'université en augmentation de 1780% en 2 ans, certains se demandent comment l'appareil va pouvoir les absorber aussi rapidement. Je préfère avoir 80 élèves dans une classe étouffante et peut-être un peu bruyante qui ont accès à l'éducation que 40 dans une classe spacieuse et les 40 autres sous un pont quelque part. Envoi des résultats des examens scolaires par SMS, parité filles-garçons, formation des professeurs, contrôle de l'efficacité des méthodes pédagogiques. Le ministre dresse fièrement la liste des nouvelles mesures dans l'éducation. Mais depuis le lancement de cette politique, la guerre en Ukraine est passée par là. La colère de la population face à un taux d'inflation qui frôle les 30% a fait passer ces réformes au second plan. Les denrées alimentaires notamment sont devenues inaccessibles pour certains. Au mois d'août dernier, 21 personnes ont été tuées au cours de manifestations contre la vie chère, durement réprimées par le pouvoir. Je crains les perspectives économiques mondiales. Dans la mesure où les choses que nous essayons de réaliser se font sur le long terme, il y a un risque que nous ne parvenions pas à terminer ce que nous faisons. Mais si vous voulez transformer un pays, il faut investir dans l'éducation, un investissement de long terme, parce que nous n'allons pas changer notre pays en 5 ou en 10 ans. Ce qui se passe en Sierra Leone est à la fois une transformation et une révolution, mais aussi une course dans le temps. Mais les espoirs soulevés par cette politique sociale et volontariste risquent d'être douchés par les réalités du terrain. Dans un étroit passage escarpé, si caractéristique de la capitale Freetown, des grappes d'enfants en uniforme bleu tournoient autour de leur maîtresse de l'école primaire de l'église du Christ. Sia Cézé les conduit vers les salles de classe qui se trouvent en contrebas de la ruelle. Une sorte de paillote en torchis qui abrite quelques bancs en bois mal conçus et un tableau noir
sur lequel on lit difficilement des tables de multiplication. Il n'y a aucun changement du tout, aucun changement. Comme vous pouvez le voir, l'école est en train de tomber en ruine chaque jour. Nous avons besoin d'un bâtiment approprié, car ce n'est pas propice à l'apprentissage. À Freetown, les enseignants sont toujours payés environ 60 € par mois. Ils sont ainsi plus enclins à des pratiques de corruption. Beaucoup continuent de réclamer de l'argent aux parents pour accepter les enfants en cours. La question de l'éducation va s'inviter dans la campagne présidentielle à venir. Une élection que les observateurs annoncent tendue et imprévisible et qui doit se tenir au mois de juin prochain. Le gouvernement va mettre en avant le fait d'être devenu le premier pays du monde à accorder 1/5 de son budget à l'éducation, soit 200 millions d'euros par an. 200 millions d'euros, c'est toutefois une somme dérisoire face aux enjeux de ce pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. En comparaison, c'est 1250 fois moins que le coût de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. François Humfer-Katadji pour le reportage. Merci François. À très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, nous sommes sur la place de Mai, à Buenos Aires en Argentine, avec la disparition d'une figure de la lutte contre la dictature. Oui, celle que l'on entend ici crier sa colère, sa rage, c'est Ebbe Pastor de Bonafini, la voix des maires de la Plaza de Mayo, la place de Mai, dans la capitale argentine. Ces maires qui ont défié la dictature militaire pendant près de 10 ans. Ebbe de Bonafini est morte hier à l'âge de 93 ans. 3 jours de deuil ont été décrétés en Argentine pour rendre hommage à cette femme dont l'histoire bascule en 1977, un an après l'arrivée des militaires au pouvoir. Ses 2 fils, militants politiques de gauche, sont enlevés, disparus, sans laisser aucune trace. Avec d'autres mères, elles vont décider pendant toute la durée de la dictature jusqu'en 1983 de manifester toutes les semaines coiffées d'un fichu blanc sur la tête sous les fenêtres de la Casa Rosada, le siège du pouvoir. On entend là Ebbe de Bonafini raconter sa lutte pour identifier, rechercher les 30 000 disparus de la dictature argentine et plus largement lutter pour la défense des droits humains. Ces marches vont durer pendant 25 ans jusqu'en 2006, mais la présidente des maires de la place de Mai est aussi une figure controversée. En 2001, cette anti-américaniste, défenseuse de Chavez et de Maduro au Venezuela se réjouit des attentats du 11 septembre. En janvier 2015, elle ne condamne pas les attaques contre Charlie Hebdo, évoquant une France colonialiste qui n'a pas, je cite, l'autorité morale pour parler de terrorisme criminel. Enfin, son ONG, forte de 6000 salariés, est aussi impliquée dans des scandales financiers. Pour autant, Ebbe de Bonafini demeure une personnalité historique incontournable en Argentine. Ses cendres reposeront bientôt sur la place de Mai. Direction la Nouvelle-Zélande qui s'interroge sur le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Oui, cette question traverse le pays depuis 2 ans à l'initiative d'un groupe de jeunes lycéens très mobilisés. Make it 16, passez-le à 16 ans. Un groupe qui demande de pouvoir voter donc dès 16 ans avant la majorité, car les plus jeunes sont les plus concernés selon eux par le réchauffement climatique notamment. Et c'est un pas décisif qui a été franchi hier puisque la Cour suprême néo-zélandaise s'est prononcée pour. La plus haute instance judiciaire estime que l'âge actuel, 18 ans, enfreint les droits des plus jeunes. Les membres de Make It 16 dont on entend ici la jeune présidente se réjouissent de cette décision, d'autant que la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, s'est immédiatement prononcée également en faveur d'un changement législatif. Sauf que ce n'est pas elle qui a la main, mais le Parlement. Pour changer la loi électorale, il faut le soutien de 75% des députés. La loi ne pourra donc pas être modifiée avant les prochaines élections en 2023. Rares sont les pays dans le monde qui autorisent ce droit de vote à 16 ans. Ils sont seulement une dizaine, dont le Brésil, l'Autriche ou encore la Slovénie. Allez, on termine au Japon qui cherche par tous les moyens à lutter contre le suicide. C'est un fléau national, on le sait, qui a encore pris de l'ampleur avec le Covid dans ce pays. En 2020, près de 500 enfants et adolescents se sont donné la mort au Japon, un record national, presque 2 fois plus qu'en 2016. Les autorités japonaises cherchent donc par tous les moyens à communiquer avec les personnes fragiles. On entend ici une campagne de communication. On y voit un jeune homme, en réalité un acteur, essayer d'enjamber un pont pour se jeter dans le vide. La scène est filmée en caméra cachée. Plusieurs personnes, des piétons anonymes, lui viennent en aide, l'empêchent de sauter et lui parlent. Une façon pour les autorités d'appeler les Japonais à
à aider les personnes en souffrance. Mais la plus originale des initiatives vient d'un département à l'ouest de Tokyo qui a eu l'idée de distribuer dans les toilettes des étudiants du papier hygiénique très particulier avec imprimé dessus des messages de prévention. On peut y lire « Cher toi qui passes des jours difficiles en prétendant que tout va bien, tu n'as pas besoin de tout nous raconter, mais pourquoi pas juste un petit peu ». Suivent des numéros de téléphone, de services d'aide et en plus des images apaisantes comme un chat roulé en boule. Les autorités ont distribué 6000 rouleaux de ce type dans une dizaine d'universités le mois dernier. Et pourquoi pas, Sébastien, si je vous dis toc toc toc. Voilà, ce sont des Allemands, ils font de la soul acoustique et la chanson s'appelle Alone Again. In a little while from now, if I'm not feeling any less out, I promise myself to treat myself and visit a nearby town and climb into the top or throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, well, who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, who, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Alone Again, une reprise, magnifique reprise de Toc 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 sur France Inter. Toc Toc Toc, le choc des empires aussi. Un jour dans le monde. Le choc des empires ou comment la Chine, les États-Unis, la Russie tentent de se partager le monde. Voici Sébastien Berriot, ambiance football dans un stade de Pékin. Sébastien, avant l'épidémie, les fans de ballon rond sont nombreux en Chine, mais les Chinois ne participent pas à la Coupe du Monde et ça, c'est un véritable drame national. Oui, c'est ça le rêve chinois de participer à une Coupe du Monde et de l'organiser un jour semble bien loin. On peut parler d'une véritable frustration en Chine sur cette question du football de haut niveau. Les Chinois, lorsqu'ils se fixent des objectifs, parviennent très souvent à les réaliser. Mais là, l'ambition du président Xi Jinping de faire de la Chine une superpuissance du ballon rond, projet sportif mais aussi bien sûr politique, cette ambition n'est pas près de se réaliser avec une équipe nationale qui est 79e au classement de la FIFA, avec une seule participation à un mondial en 2002, malgré de gros investissements, le recours aussi à des entraîneurs étrangers. Le football de haut niveau n'arrive pas à percer. Problème de formation, mais aussi de mentalité. De nombreux parents ici sont réticents à envoyer leurs enfants dans un club, car le football est considéré comme un sport dangereux qui peut provoquer des blessures. Les Chinois plaisantent en disant que si Messi était né en Chine, eh bien il n'aurait jamais été repéré et ne serait jamais devenu le grand footballeur qu'il est aujourd'hui. Et c'est bien probable. Et avec le Covid, Sébastien, le développement du foot en Chine a
encore pris du retard. Oui, la politique zéro Covid pratiquée par les autorités a fait très mal au football chinois, avec un championnat presque sous confinement depuis 2020. Les matchs de première division sont tous regroupés dans 3 villes, très loin des spectateurs. La Chine devait également organiser en juin 2023 la Coupe d'Asie de football, mais au printemps dernier, les autorités se sont subitement désengagées, désastreux en termes d'image. Un stade flambant neuf de 70 000 places a pourtant été construit pour accueillir l'événement dans le centre de Pékin, le stade des travailleurs qui est d'ailleurs aujourd'hui presque terminé. La pelouse a été posée la semaine dernière pour une compétition qui se déroulera finalement au Qatar. Quant à la Coupe du Monde, les internautes chinois n'hésitent pas à se moquer sur les réseaux sociaux en expliquant que l'équipe nationale chinoise n'a pas pu participer parce que le masque n'était pas obligatoire sur les terrains. Et puis Sébastien, la Chine et sa politique zéro Covid qui est appliquée de façon très restrictive depuis 2020. Depuis quelques semaines, un changement semble s'opérer, mais dans la confusion la plus totale. Oui, depuis le début du mois, les Chinois ont l'impression d'assister à une grande pagaille, comme si le régime communiste naviguait à vue sur la question des restrictions sanitaires. Alors le 11 novembre, le Conseil d'État annonce un allègement des règles avec 20 mesures, notamment la réduction de la quarantaine pour les voyageurs étrangers. Quelques jours plus tard, c'est le ministère du Tourisme qui autorise les séjours entre les provinces. Sur les tests Covid, une ville pilote est même sélectionnée, Shijiazhuang, la capitale de la province du Hebei. Les autorités locales disent que dans cette ville, les dépistages vont être réduits pour voir comment ça se passe et si la mesure peut éventuellement être étendue au reste de la Chine. Certains Chinois ont alors espéré un début de remise en cause de la stratégie zéro Covid, mais ces derniers jours, ce sont des mesures complètement contradictoires qui ont été prises, avec l'exemple donc de la capitale du Hebei, où les tests Covid devaient être réduits, mais dans la nuit de samedi à dimanche, les autorités ont au contraire lancé un dépistage massif pour 5 jours pour les 11 millions d'habitants. La ville a été placée sous silence. C'est le terme qui est utilisé ici par le régime pour éviter d'employer le mot de confinement. Un renoncement donc qui illustre parfaitement les hésitations du gouvernement chinois, très inquiet de se retrouver face à une vague de mortalité en cas de levée des restrictions sanitaires. Sébastien Berriot avec nous depuis Pékin. Merci beaucoup. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est la dernière décision du nouveau patron de Twitter. Le milliardaire Elon Musk vient donc de réinstaurer Donald Trump sur le réseau social. Quand on sait l'utilisation qu'en faisait l'ancien président, il y a de quoi s'inquiéter. Et vous voyez dans cet épisode quelque chose de très révélateur, Jean-Marc, sur l'évolution des réseaux sociaux. Et c'est votre monde d'après. Oui, c'est la dernière foucade de l'homme qui possède 190 milliards, j'ai nommé Elon Musk. Et la méthode employée est en soi révélatrice. Musk a organisé un pseudo-sondage sur le réseau social. Résultat officiel, entre guillemets, 15 millions de votants, 51% pour le retour de Trump, 49% contre. La valeur démocratique du scrutin est évidemment nulle, puisque, par exemple, personne ne peut dire combien de robots ont voté. Mais la conclusion de Musk, c'est Vox Populi, Vox Dei, le peuple a décidé. Du grand n'importe quoi, et le pire, c'est qu'en écrivant cette affirmation, Musk y croit peut-être. Et bien sûr, aussitôt dit, aussitôt fait, dès hier, le compte de Trump a été rétabli. Il est pour l'instant inactif, je viens de vérifier à l'instant, mais il y a quand même quelqu'un derrière, puisque le compte propose un lien vers la campagne de financement de Trump pour la présidentielle 2024. Et bien sûr, le nombre d'abonnés a aussitôt grimpé, 87 millions. Rappelons que ce compte était suspendu depuis janvier 2021 et depuis ses quasi-appels à l'insurrection pour empêcher l'investiture de Joe Biden. On se souvient aussi que Twitter était devenu pendant les années Trump le clairon du président. Il en avait fait son outil de campagne. Il y annonçait toutes ses décisions politiques, même le licenciement de ses collaborateurs. Donc on ose imaginer la suite alors qu'il repart au combat pour reprendre la Maison-Blanche. Et alors qui est le plus inquiétant, Jean-Marc ? Est-ce que c'est Trump ou Musk ? Eh bien j'ai envie de répondre Musk. Le nouveau patron de Twitter se présente comme le défenseur des libertés, l'homme qui ne censure personne, le partisan du free speech. En réalité, il se comporte comme un tyran mégalo et soit dit en passant, il n'en est pas à un paradoxe près. Il se veut ultra-libéral, mais il a bénéficié de milliards d'aides publiques pour ses sociétés Tesla et SpaceX. Et puis, désolé pour la formulation, mais Musk est quand même un peu cinglé, persuadé de détenir le bien et volontiers vulgaire à l'occasion. Par exemple, justement, avec l'un de ses tweets la nuit dernière, un dessin où il assimile Trump à un prêtre qui essaie de résister à la tentation de revenir sur Twitter incarné par une jeune femme dévêtue.
Le multimilliardaire affirme vouloir faire du réseau social la source d'information la plus fiable au monde. Mais dans la pratique, il fait exactement l'inverse. Depuis son rachat de Twitter il y a 3 semaines, il a viré la moitié du personnel en quelques jours, dont toutes les équipes qui s'occupent de la sécurité et de la lutte contre la désinformation. Il y a quelques années, souvenez-vous, Twitter avait incarné un canal de mobilisation populaire, par exemple pendant les printemps arabes. Le réseau a aussi montré son utilité d'information pratique pendant de nombreuses catastrophes, des ouragans, des attentats, la pandémie de Covid. Mais aujourd'hui, le réseau aux 430 millions d'abonnés est surtout en train de devenir le joujou d'un docteur Folamour. Mais le tout, c'est de le savoir, en fait, non ? Oui, exactement. Les frasques, les incohérences d'Elon Musk peuvent même servir d'alerte sur ce que deviennent les réseaux sociaux. Faut-il laisser à quelques milliardaires plus ou moins illuminés, c'est même qui dirigent les principaux réseaux sociaux, le pouvoir de définir ce qui est diffusable ou pas, moral ou pas, dangereux ou pas ? Poser la question, c'est y répondre. Dans le cas de Twitter, cet épisode peut servir de révélateur sur le rôle excessif pris par ce réseau social dans le débat public. Twitter est un réseau utilisé plutôt par des couches sociales aisées, par les élites, par les médias. Il conduit la sphère médiatique à se surveiller elle-même en permanence, voire à se copier. C'est devenu une sorte de caisse de rétrécissement de l'information. Hier, le grand network américain CBS a d'ailleurs décidé de suspendre toutes ses publications sur Twitter au vu des décisions d'Elon Musk. Et puis, le réseau social à l'oiseau bleu est aussi devenu une incarnation de l'agressivité publique, le diktat de la phrase assassine. Bref, cet épisode Musk-Trump devrait nous éclairer sur la nécessité de remettre les réseaux sociaux à leur place. Ils ne sont pas un but en soi, plutôt un outil de communication, parfois de propagande, plus rarement une source d'information fiable, et ils ne sont certainement pas une garantie de démocratie, plutôt un miroir aux alouettes. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. Bien sûr, à demain, le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.